Alors, vous savez que cette séance est organisée avec, effectivement, dans le cadre du DPC, donc on va faire, si vous voulez, une très très discrète pause, et puis on va maintenant vous interroger, vous les académiciens. Alors pour ce faire, je vais appeler un de mes jeunes collaborateurs, il est toujours là, j'espère, voilà. Et il va vous présenter, comme on le fait régulièrement le matin, deux dossiers, rassurez-vous, ça va être très très vite, et puis on va solliciter votre avis dans le cadre du DPC. C'est finalement les questions-réponses, puisqu'il faut faire une évaluation, mais on va voir si l'évaluation est correcte. Alors tu te méfies quand même présentant à tous les grands professeurs et tous les spécialistes de l'orthopédie, de la gynéco, de l'uro devant toi. Donc déjà tu aurais pu mettre la cravate peut-être. Oui. Non, bah, ça va. Merci Laurent, c'est gentil. Vas-y, détends-toi. Et voilà, vas-y. Bonjour et merci de m'avoir accueilli ici. Je suis interne en orthopédie dans le service du professeur Koudam à Nancy. Donc je vais vous présenter deux petits cas cliniques qui vont illustrer les différents topos de la journée. Donc un premier avec un patient de 61 ans, donc il a détruit le 22 janvier 2018. Un patient qui est agriculteur, donc marié, 2 enfants, qui est obèse avec un BMI à 34, antécédent essentiellement lié à l'obésité, donc HTA et SAOS appareillé. Toi, tu traduis au fur et à mesure parce que moi je comprends votre charabia, mais SAOS, c'est le syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Donc pour l'histoire, c'est un patient qui s'est retrouvé coincé sous son tracteur. Le tracteur est tombé en panne, il est tombé sur le côté, il s'est fait écraser avec un traumatisme essentiellement abdominal et puis latérothoracique gauche. Il y a une petite faute de frappe, il est instable à l'arrivée du SMUR avec une fréquence cardiaque donc à 113, il est tachycarde, en état de choc avec une tension à 83,57, avec une AVA 7/10. Des douleurs essentiellement lombaires basses et suspubiennes, avec à la face écho un épanchement d'un cul-de-sac du Douglas. Donc il est conditionné au déchocage à Nancy avec un remplissage vasculaire, une titration morphinique de l'exacile, et puis toutes les voies posées artérielles et veineuses par les réanimateurs, et les placées sous amine vasopressive. Donc au bilan lésionnel osseux, on retrouve une fracture bimalléolaire à droite, fermée, déversée, de multiples fractures costales de K4 à K8 à droite, de K6 à K12 à gauche sans volet costal, une fracture de clavicule gauche du tiers moyen, une fracture de T11 au niveau du bord antéro-inférieur mais sans perte de hauteur, une fracture de l'extrémité distale du corps du sternum qui est non déplacée, et une fracture du bassin taille C2, donc avec une fracture de l'aileron sacré à droite, avec une ascension de l'âle iliaque, une fracture comminutive de l'aile iliaque gauche, et une fracture du cadre obturateur gauche non déplacée, et une disjonction pubienne de 5 cm, je vais vous montrer à nouveau. De la fracture bimalléolaire, le bassin. Axiale et frontale du scanner, une fracture de Et donc au bilan lésionnel abdominopelvien, on retrouve un foyer de lacération splénique sans saignement actif, un hémopéritoine de moyenne abondance, un hématome périsplénique, une plaie de l'urètre prostatique avec un caillotage infravesical, un hématome du psoas iliaque à gauche avec un saignement actif au niveau d'une branche de l'artère iliaque interne. Un hématome important de la paroi abdominale inférieure gauche, un hématome du scrotum. Donc le scanner avec injection qui a été fait en urgence. Pour ceux qui étaient là ce matin, c'est ce que nous a expliqué Blum. Le bilan lésionnel neurologique, donc sans particularité, l'angioscanner est normal. Au niveau thoracique, on retrouve une dissection de l'aorte thoracique descendante au niveau de l'orifice diaphragmatique, pas d'ébranchement, pas de contusion pulmonaire. Donc la prise en charge orthopédique consistait en une ostosynthèse de la fracture bimalléolaire donc en urgence par une plaque externe tiers de tube
et la mise en place d'un fixateur externe du bassin avec un diastasis post-op de 2 cm. Il n'y avait pas de prise en charge particulière inventée pour la fracture de T11. Au niveau abdominopelvien, pas d'embolisation de la branche de l'artère iliaque interne gauche et un cathétérisme suspubien posé par les collègues urologues avec un lavage régulier. Au niveau thoracique, il n'y avait pas de prise en charge particulière pour la dissection de l'aorte et des fractures costales. Il n'y a pas de geste sur la malone interne. Le fixateur avec un diastasis de 2 cm contre 5 en préalable. Donc la prise en charge réanimatoire avec toute la partie remplissage avec 6 litres de cristalloïdes, 1 litre de colloïdes, une transfusion de 4 CGR pendant l'opération, 2 PFC, et puis 3 CGR en post-op, 2 PFC, du fibrinogène. Il est placé sous noradrénaline, il est resté stable tout le long de l'intervention. Arrêt de la sédation à J2, sevrage des amines à J3. Et là, il est toujours en réanimation avec une normalisation de la fonction rénale, une hématurie qui persiste, des œdèmes globaux, une pneumopathie de la base droite pour laquelle il est mis sous antibiothérapie par clafourin. Voilà donc ce premier dossier, on va vous laisser la parole. N'hésitez pas, hein, c'est chez moi que c'est passé, donc il y a eu des bêtises de fait. Oui, vas-y. Juste, première réflexion, si on suit bien la diapositive, et vous avez corrigé ce que vous aviez mis sur la diapositive. Vous avez dit qu'il était instable. Oui, au départ. Et on est surpris de le mettre instable dans le scanner directement. Oui, en fait, il a été instable, chez nous, il passe déjà dans ce qu'on appelle le secteur de prise en charge de réanimation, donc il le regonfle et hop, il est passé tout de suite au scanner. Mais effectivement, au départ, il était instable, comme l'avait dit Alain Charles ce matin, stabilité hémodynamique et stabilité pelvienne. Donc on a fait la stabilité hémodynamique et ensuite on lui a fait tout le bilan. Enfin, c'était lui un vrai polytraumatisé, effectivement. Mais vas-y. Non, mais donc, j'ai plus de questions, en tout cas pour le début, puisqu'il était stable, il pouvait aller dans le scanner. Au départ, quand le SAMU l'a ramené de revenir, enfin, on peut reprendre pas. C'était, oui, d'un hôpital périphérique, je crois que c'était de Remiremont. Je crois que c'était la Moselle, c'était à côté de Metz. Oh, c'est encore pire, alors. Non, je ne fais pas des modèles dans la salle. Il nous avait été entre guillemets vendu comme au départ instable. C'est pour ça qu'il a déjà transité. Mais en fait, il n'était pas si instable que ça. C'est ce que veut dire le professeur Régal, c'est ça? Oui, il était instable quand le SMUR allait sur place, en fait, pour conditionner le patient sur place. Parce que ça, c'est juste à l'arrivée, mais on n'a pas les notions après que vous l'ayez réanimé. Donc, TA 83-57, saturation 99, enfin il était peut-être à 100% d'oxygène, et un FC à 113, on ne peut pas dire que ce soit hémodynamiquement instable, tu as tout à fait raison. Ça veut dire que le premier passage au scanner est normal. Oui. Est-ce que ça vous inspire, Laurent, tu es un spécialiste? Oui, on en a vu pas, mais l'angiographie, moi ce qui m'étonne, c'est l'angiographie. J'ai été un peu mal formé par mes rêves. L'angiographie qui trouve un saignement de l'artère, d'une branche de l'artère iliaque interne et qui n'est pas embolisée. Voilà, c'est la seule question que j'ai sur la prise en charge. Parce que moi je pouvais dire chez nous, enfin la Rémoisière, il aurait eu l'embolisation, ils les avaient même avant qu'on nous appelle, voilà, ils étaient déjà embolisés. Donc, ça a été l'objet de certains conflits. Non, c'est pas la Réno, hein. Non, c'est païen et Laszlo, qui nous a fait le topo là-dessus, nous a dit effectivement que tout dépendait de ce qui se passait au niveau, j'allais dire, de la fuite du produit de contraste au niveau de la branche de l'artère. Dans le cas particulier, puisque c'est lui qui a fait l'angioscan, il nous a dit non, c'est pas la peine de l'emboliser. On lui a dit c'est peut-être un peu dommage, enfin le malade était stable. Il a dit non, mais effectivement, a posteriori, il a raison, il n'a pas été embolisé. Est-ce que le malade avait déjà été réduit? Est-ce qu'il avait déjà son fixateur externe? Non, parce que l'angioscanner a été fermé. Plus de questions? Deuxième, très rapide aussi. Ah pardon, excuse-moi. Je ferai une petite réflexion en tant qu'urologue
Sur le scanner, il a un très volumineux hématome du scrotum. On est devant un traumatisme par écrasement. Dans les suites immédiates, je pense qu'il a dû avoir une échographie. Est-ce qu'il n'a pas une lésion scrotale, testiculaire ou lésion génitale? Souvent, ça passe à l'as dans des gros traumatismes. On sauve d'abord la vie du patient, et puis après, on se rend compte, quelques mois après, qu'il y a eu un traumatisme testiculaire, des choses comme ça. Donc, c'est une précaution supplémentaire que vous avez dû prendre. Probablement, vous avez dû faire une échographie. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu Il y d'échographie. avait eu d'échographie. Et cliniquement, c'était comment? Il avait un hématome scrotal. Donc, qui dit hématome scrotal, il vaut mieux faire effectivement une échographie. C'est ce que disaient les urologues. Je me tourne vers les urologues. Ils sont partis, juste. Ah, ils sont partis. Je parle pour eux. Tu parles pour eux. Donc voilà, tu vois, ça c'est quelque chose qui vous paraître important. Vas-y, deuxième dossier, très rapidement. Oui, pardon. Allez-y. On peut discuter quand le fixateur externe, alors qu'il y a une fracture de la ligature. Oui, fixateur externe, c'est un patient qui avait 62-63 ans. 61 ans. 61 ans. Et vous associez pas éventuellement une traction axiale supplémentaire? On a discuté, je me souviens très bien au staff, et finalement on a décidé de ne pas le mettre en traction. Ça c'était au déchocage. Tu remontes la radiographie avec le fixateur externe, s'il te plaît Fabien. Voilà, stop. Ah ouais, c'est bien fait, ça prouve bien qu'on les voit plus très bien. Mais non, il est resté en fixateur externe, il n'a pas eu de traction. Hein. Vous auriez fait une traction là, vous l'auriez mis en traction. Professeur Régal, Monsieur Masquelet, Monsieur Cédel. Oui, on ne voit pas très bien, oui. Enfin, on le voyait sur le scanner. Si c'est en place, on peut laisser comme ça, c'est bon du contact. Jean Dubousset, il est toujours là? Ah oui, je suis à l'arrière, moi. Mais non, mais je ne te voyais pas, tu étais masqué. Mais comme je ne vois pas du tout... les Ben, tu peux montrer le scanner, Fabien, au professeur Jean Dubousset. Montre-nous les sacroiliacs, voilà. Là, moi, je ne l'aurais pas mis en traction. Bon. La Non. seule complication, c'est le raccourcissement. Voilà. Ouais. Donc, après, Laurent Cédel. Jacques Caton, dans les orthopédistes, pas de traction. Donc on a bien fait de pas mettre de traction. C'est comme au staff, on veut faire, voilà, une majorité. Vas-y, tu nous présentes le deuxième. Oui, monsieur Régal. Vas-y, non, on n'a pas fini, allez-y, allez-y. Est-ce que l'aile, vous allez stabiliser à un moment ou à un autre? Non. L'aile iliaque, Non, non. On la laissera comme ça. Mais j'avais pas vu les vrais traces. Vous l'ostéosynthésez, l'aile iliaque? Oui, la symphonie. Non, mais vas-y aussi. Ouais. Toi, tu l'ostéosynthèses. Bon, tout dépend du contexte. S'il est pas Oui, ouvert, enfin, s'il il est toujours. Il est rentré dans le service, là Fabien? Non, il est toujours en réa. Mais je Avec pense- toujours son cathéter suspubien. Ouais. Je pense qu'on stabiliserait le pubis et qu'on irait synthéser l'aile. D'accord. Parce que j'ai l'impression que le fixateur, en quelques jours, il va tenir. Hein, Ouais. mais, Après, tu as raison. en fait, il est instable dedans. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et puis, au bout de 6 semaines, c'est l'échelle à microbes aussi sur les fiches. Hein, on connaît ça. Sauf s'il est obèse. Pardon? Sauf s'il est obèse. Et il est obèse puisqu'il avait un IMC, je sais pas combien. 34. Voilà, donc il était obèse. Vous voyez, c'est... Vous vouliez poser encore une question, notre collègue, oui, sur le cathéter suspubien? Non, c'est pas faux. Donc vas-y, deuxième s'il te plaît. Donc le deuxième, un polytraumatisé du mois d'octobre 2017, un patient de 40 ans qui n'a pas d'antécédent. Donc motard, casqué, accident de la voie publique contre une voiture à 110 Il est km/h. professeur Lobel, c'est un motard, vous voyez, c'est pour vous qu'on a choisi le dossier. Sur les tracteurs, il y avait pendant un moment la possibilité de descendre du tracteur pendant qu'il travaillait et suivre le tracteur parce qu'il y avait un problème devant le tracteur et le tracteur continuait de rouler et rouler sur le patient. Donc il y avait le tracteur qui se renverse, mais il y a aussi le tracteur qui roule sur le patient et ça donnait exactement ce genre de lésion. A priori, tous ces systèmes maintenant sont interdits depuis plus de 20 ans. J'ai un oncle qui est agriculteur et qui avait ça, mais c'est plus possible maintenant, en principe. En principe.
Bon, vas-y. Donc, il est pris en charge dans un centre de périphérie à proximité de l'accident. Donc sur place, le SMUR retrouve un bassin instable, il est sondé avec un sondage hémorragique. On retrouve des déformations ouvertes de l'avant-bras gauche et de la jambe gauche, une déformation fermée de la jambe droite, et il est hémodynamiquement instable avec une tension à 88 sur 57. Tachycarde, il est rempli et placé sous amine vasopressive. Le scanner corps entier retrouve au niveau abdominal une rupture de la paroi vésicale antérieure ainsi du dôme vésical, un hémopéritoine de moyenne abondance et un saignement latéro-vésical droit. Sur le scanner osseux, on retrouve une dissection symphysaire de 38 mm, des fractures bilatérales des branchies ischio-pubiennes, bilatérales multifragmentées des colonnes antérieures des cotyles et une disjonction de l'articulation sacroiliaque à gauche. Donc il y a une fracture ouverte des deux os d'avant à gauche, une fracture ouverte du tibia et du péroné distal gauche, fracture de jambe, et une fracture fermée du tibia à droite. C'est la reconstruction 3D, parce que c'est un scanner qui a été réalisé dans un autre centre. Le scanner sur place en assigné. Donc il est transféré par hélicoptère au CHU pour la prise en charge. Et donc les chirurgiens viscéraux font de la parotomie première avec évacuation d'un hémopéritoine de 1 litre. Ils font un test au bleu de méthylène qui retrouve une fuite vésicale. Donc le rectus est ouvert en passant d'avant jusqu'en arrière. On retrouve une plaie de vessie antérieure qui va jusqu'en intraprostatique et qui est située en arrière du pubis. Donc elle est suturée. Et il réalise une dérivation urinaire par deux sondes logiques pendant l'opération. La prise en charge orthopédique dans un deuxième temps consiste à la mise en place d'un fixateur externe de type orthofixe et une ostosynthèse des fractures des membres, en gouache centromédulaire bilatérale avec une plaque sur la malléole externe tiers-tube et 2 plaques DCP sur l'avant-bras gauche. Donc les suites urologiques, le patient est hospitalisé depuis en urologie. Il a été hospitalisé en urologie pendant 36 jours. Il a fait une pyélonéphrite qui a été traitée par Flossette. Les sondes monologie ont été enlevées 10 jours après. La sonde urinaire à J45 et il est revu en consultation à J60 avec une incontinence urinaire d'effort. Il doit revoir les urologues au mois de février. Concernant les suites orthopédiques, il a été revu il y a une semaine avec des fractures qui sont en bonne voie de consolidation. Il a commencé à reprendre la marche il y a 6 semaines avec des cannes axillaires. Il est actuellement hospitalisé dans un centre de rééducation et le fixateur externe sera enlevé la semaine prochaine. Ça, c'est les dernières radios. Merci pour ce deuxième. Merci Fabien. Qu'est-ce que ça vous inspire, mes chers collègues? Pardon? Bravo. Laurent Sédal a dit bravo, tu vois. Oui, je vous en prie, monsieur. Dans les séquelles. Merci. Dans les séquelles des traumatismes, on a beaucoup parlé de l'incontinence. Est-ce qu'il y a parfois l'inverse des troubles de type rétention urinaire? Oui, bien sûr. Donc, il peut y avoir une incontinence si dans la mesure où il y a eu une lésion neurologique. Et puis en plus, il peut y avoir, dans le cas d'une lésion traumatique de l'urètre, une sténose avec une rétention. Donc là, l'histoire est pas terminée chez ce patient. Oui. Et une réflexion, donc il a eu une rupture de la vessie pleine, c'est-à-dire avec une rupture du double de la vessie. Peut-être qu'il revenait d'une soirée particulièrement arrosée. À quelle heure c'est passé, non? Là, c'était c'était de la vessie prostatique. Il y avait un dôme aussi. Non, c'est une Bon, merci à toi en tous les cas. Merci. Y a-t-il d'autres réflexions à faire sur ce cas clinique?
Professeur Massichon. Une très brève remarque, c'est que ça pose le problème plus général des polytraumatisés qui sont instables, et il l'était au départ, et la question c'est d'où vient le saignement. Et là, étant donné qu'il avait quand même une lésion très importante au niveau du bassin, bon, et là on ne s'est pas trompé d'origine du saignement, c'est-à-dire qu'il a été laparotomisé à juste titre. Parce qu'il y avait des lésions urinaires dans le diagnostic avec Oui. qui faisaient de la vessie. Oui, c'était impératif de m'ouvrir la cavité abdominale. Bien, merci beaucoup. Et je souligne que c'est un des programmes de l'Académie de chirurgie, c'est de faire venir les jeunes. Et là, je vois qu'on a un jeune interne qui est venu, et je te remercie beaucoup d'avoir réussi à amener un organisme à l'Académie. Bien, mes chers collègues, il me revient maintenant de conclure, puisqu'on va voir effectivement l'évaluation médico-légale à la suite de ces fractures du bassin. Alors j'insisterai surtout, on en a déjà beaucoup parlé, sur le préjudice sexuel. Nonobstant, comme il s'agit d'une séance de DPC, je suis obligé, conformément au contrat qu'on a passé dans le cadre de l'organisation de cette séance, puisque vous avez des QCM théoriquement à remplir, etc., à jouer un petit peu au professeur de médecine légale et droit de la santé, que je suis par ailleurs encore, pour vous rappeler quelques bases concernant l'expertise. Alors voilà la pyramide juridictionnelle. Vous savez qu'en France tout est un peu complexe. De façon schématique, ce qui est en blanc c'est le civil, c'est-à-dire l'activité on va dire privée. Ce qui est en rouge ça concerne tout le monde, c'est le pénal puni. Hein. Et enfin, depuis 1789, il y a le tribunal administratif qui concerne l'activité publique. Enfin, le deuxième point qui est important depuis ces 10 dernières années, c'est l'importance de l'association d'aide aux victimes qui, dans toute la législation actuelle, a été interrogée et qui est très soucieuse effectivement de la défense des victimes et donc qui s'intéresse beaucoup, il suffit d'aller sur Internet, à toutes les expertises. Le deuxième schéma, je vais aller très très vite, c'est la loi dite Badinter qui date quand même depuis 1985, c'est nécessaire de la connaître, qui vise à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Alors je passe très rapidement sur les conditions d'application, vous les retrouverez sur le site. Il faut que ce soit un véhicule terrestre à moteur, un accident de la circulation, etc. Il y a des conditions non retenues, ce qu'on appelle la force majeure au fait d'un tiers. Enfin, tous les experts connaissent ça. Le cas où la victime est un conducteur et exerce ses droits à l'encontre d'un autre conducteur, enfin, c'est un petit peu complexe. Enfin, tous les experts connaissent ça. Il y a la faute de la victime, et puis il y a des exonérations de fautes systématiques, en particulier lorsque la victime a moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ou est atteinte d'une incapacité supérieure ou égale à 80%. Cette loi Badinter a changé quand même toute l'analyse depuis quand même 1985, en particulier dans ce qu'on appelle les accords amiables et les arbitrages que les compagnies d'assurance sont tenues de proposer aux victimes. Alors il y a aussi maintenant la CCI qui a remplacé les CRCI, ça c'est depuis la loi du 4 mars 2002. La loi du 4 mars 2002, il faut retenir que on appelle ça vulgairement la loi Kouchner, mais qui a rendu obligatoire l'assurance en responsabilité avant cette loi du 4 mars, je rappelle qu'elle ne l'était pas. Elle concerne bien sûr les accidents médicaux, la saisine est simple et gratuite et il n'y a pas d'avocat nécessaire. Les principes de la réparation du dommage corporel, et j'en terminerai avec ces rappels un peu rapides, mais il y a 3 possibilités en matière de réparation, pour moi sur le plan civil, on va parler surtout du plan civil. C'est l'expertise judiciaire. L'expertise judiciaire est une procédure donc, qui est engagée à la demande, dans le cas particulier d'un tribunal, avec ce qu'on appelle une mission. Il y a un accord amiable qui peut être conclu entre la victime, ou le plus souvent sa compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance du tiers adverse, qui se passe en dehors de la justice, et enfin l'arbitrage qu'on peut qualifier comme étant une prothèse intermédiaire, mais qui est quand même soumise à des règlements qui sont prévus par le nouveau code de procédure civile. Alors les cas les plus fréquemment rencontrés, la réparation civile, c'est la réparation civile du dommage. Je parle de la réparation civile, en clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la victime va demander des espèces sonnantes et trébuchantes pour réparer son dommage. Alors, actuellement, en 2018,
il y a deux notions juridiques qui sont extrêmement importantes. On est bien sûr au civil, hein, je parle que du civil. C'est la notion du contradictoire, c'est-à-dire que toutes les expertises en matière de réparation corporelle ou civile doivent être contradictoires, sinon elles peuvent être taxées de nullité, et les experts risquent de se faire virer de la liste de la Cour d'appel, voire de la Cour de cassation. Et enfin, c'est l'application systématique de ce qu'on appelle la nomenclature d'Intillac. D'Intillac, il y a des experts dans la salle, je ne parle pas chinois, hein, d'accord. Alors, M. d'Intillac, c'était qui? Eh bien, c'était le président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et il a été chargé par le ministre d'établir un rapport concernant une nomenclature des préjudices corporels. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas de nomenclature. Alors, toutes les nomenclatures, bien sûr, ne sont pas obligatoires, mais depuis maintenant, on va dire 2008-2009, la plupart des expertises dans l'émission, elles remplissent la notion de protocole d'Intillac. Alors, c'est un peu compliqué, mais M. d'Intillac avait l'esprit très géométrique, donc il a défini des préjudices patrimoniaux temporaires, c'est-à-dire avant la consolidation. Alors, je vous les ai tous listés là. Des préjudices patrimoniaux permanents, c'est-à-dire après la consolidation. Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup. Et au moins, tous, il n'en manque plus maintenant. Alors, ils portent des abréviations que vous retrouverez sur le site de l'Académie nationale de chirurgie. Il y a des préjudices extra-patrimoniaux qui peuvent être temporaires, donc avant la consolidation, ou permanents après la consolidation. Et bien sûr, les préjudices extra-patrimoniaux permanents après la consolidation. Vous avez dans la 1, 2, 3, 4e ligne ce qu'on appelle le PS, c'est-à-dire le préjudice sexuel dont je vais vous parler maintenant. Alors vous voyez que même il y a des préjudices liés à des pathologies évolutives qu'on appelle les PEV. C'est ce qu'on appelait autrefois, pour ceux qui font des expertises, les frais futurs. Puisqu'on peut être consolidé, mais néanmoins avoir quand même des frais engagés pour des pathologies évolutives après la consolidation. Alors tout ça, c'est des techniques, c'est de la sémantique médico-légale, mais c'est M. d'Intillac qui l'a fait. Il est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, Jean-Pierre d'Intillac, il a fait un travail tout à fait remarquable. Alors les problèmes particuliers, on va revenir aux fractures du bassin, bon, c'est la détermination de l'ITT, alors là j'emploie des termes que vous connaissez, incapacité temporaire totale, incapacité temporaire partielle, la date de consolidation et de l'incapacité permanente partielle, avec en particulier les séquelles neurologiques, etc. Alors, je vais parler surtout maintenant du préjudice sexuel. Le préjudice sexuel, comme vous l'avez vu, ça fait partie des préjudices extra-patrimoniaux, et je vous ai tiré un petit peu l'exégèse actuelle retenue dans la littérature concernant le préjudice sexuel après les fractures du bassin. On a vu ce matin, et d'ailleurs ça a été répété cet après-midi, qu'il pouvait y avoir, par exemple, lorsqu'il y a une rupture de l'urètre, il y a 50% des patients, c'est souvent chez des hommes, qui présentent des troubles, entre guillemets, sexuels, en clair, d'érection extrêmement importants, et que même si on n'a pas de lésion de l'urètre, on peut très bien aussi avoir des troubles sexuels résiduels, en particulier dans les fractures de type taille C. Alors ce préjudice sexuel sur le plan médico-légal, il peut se définir comme une impossibilité totale ou partielle de la victime du fait des séquelles traumatiques, soit de procréer, soit d'accomplir l'acte sexuel de manière entre guillemets normale. Alors, j'ai mis des guillemets parce que ça provient de la Cour de cassation. On peut se poser la question de savoir aujourd'hui ce que c'est qu'un acte sexuel normal. Bon. Mais néanmoins, quand on voit la souffrance des patients qui sont victimes effectivement d'hypoérection ou d'anérection, ça pose effectivement problème. Alors le préjudice sexuel. Alors le préjudice sexuel, eh bien, la nature juridique du préjudice sexuel a été pendant très longtemps discutée au niveau des tribunaux, des cours et voire même de la chambre civile de la Cour de cassation. Alors certains juristes et magistrats estimaient qu'il devait être inclus dans la capacité permanente, c'est-à-dire dans le taux d'IPP, capacité permanente partielle. Alors ça a été estimé dans les tableaux, c'était en gros l'érection totale était estimée, donc chez l'homme bien sûr, entre 10 et 20%, ce qui laissait une marge. C'est mieux que Magie qui mettait 4% sur 100. Hein. Alors vous allez me dire, mais qui est-ce qui a déterminé ça? C'était des hommes, des femmes, des juristes, je ne sais pas. Enfin,
il devait être. D'autres, au contraire, magistrats, pensaient qu'il s'agissait d'un préjudice personnel, donc de nature extra-patrimoniale, qui faisait partie du préjudice d'agrément. Donc, je vais employer un terme chirurgical, si vous me le permettez, monsieur le vice-président, mais en fait, tirer un coup, ça faisait partie d'un préjudice d'agrément, quoi. Alors, à la Cour de cassation, ils ont dit, mais finalement, s'il y a un préjudice d'agrément, ne peut-il pas y avoir un préjudice de désagrément aussi? Et le fait de ne plus pouvoir avoir des rapports sexuels normaux, finalement, ça peut être pas seulement un préjudice d'agrément, mais probablement aussi un préjudice de désagrément. Enfin, tout ça, c'était très complexe, mais finalement, la Cour de cassation a défini de façon très claire, en 1989, que sur le plan juridique, le débat est définitivement clos. Le préjudice sexuel est bien un préjudice distinct à caractère personnel, même si la lésion organique a été retenue par ailleurs au titre de l'ITT. Donc ça date de 1989. Ça veut dire qu'en clair, quand en matière de séquelles de fracture du bassin, on analyse le préjudice sexuel, il faut en tenir compte dans l'évaluation de l'ITT, mais aussi des préjudices extra-patrimoniaux, c'est-à-dire du préjudice sexuel. La conclusion, c'est que le préjudice sexuel existe bien en France dans le cas de la réparation juridique. Voilà cette démonstration. Alors bien sûr, ce n'est valable que pour le droit commun et pas en législation du travail. Si c'est un accident du travail, vous savez très bien qu'en matière d'accident du travail, il n'existe pas de préjudice extra-patrimoniaux. C'est automatiquement inclus dans le taux d'élimination du taux d'ITT. Mais ça, c'est pour les spécialistes. Alors en pratique, cette évaluation doit être réalisée entre 12 et 15 mois après le traumatisme. Alors éventuellement avec l'aide d'un sapiteur, le plus souvent ce sapiteur c'est un chirurgien urologue. Alors je rappelle que la certitude du préjudice doit être établie, ça c'est un des fondements de la réparation juridique en matière civile, et que la relation de cause à effet aussi, c'est du droit commun, doit être parfaitement établie. Donc, il faut dire qu'avant, tout était bien, il y a eu l'accident, et après, c'est la catastrophe au point de vue du préjudice sexuel. Et alors, voilà, je vois qu'il y en a qui écoutent et qui disent, mais comment on peut prouver qu'avant, tout allait bien? Mais rassurez-vous, il y a du suspense, vous allez voir la suite. Alors, il faut étudier l'état antérieur, le diabète, l'âge, etc. Alors, il y a des cas faciles avec des troubles neurologiques définitifs authentifiés chez des patients jeunes. Bon, pour là, personne, la compagnie d'assurance, personne ne discute. Par contre, alors j'ai mis 60 ans, troubles entre guillemets psychologiques, mais je vais vous donner quelques exemples qui vont répondre à la fois à votre question et à votre sourire. Alors, que dit la jurisprudence? Alors, ça c'est un cas particulier, c'est la Cour de cassation 21 mai 97, donc c'est un problème obstétrical. Alors, préjudice sexuel non établi à l'occasion de réserves simplement émises par l'expert, d'une part, sur la nécessité, d'autre part, éventuelle d'une césarienne à l'occasion d'une grossesse future après une fracture du bassin. Donc, ce risque de césarienne n'a pas été retenu comme un risque, ce qui corrobore ce que vient de nous expliquer notre collègue. Là, les juges ont suivi les obstétriciens. Alors, que dit la jurisprudence? Alors, la Cour d'appel, peu importe la ville, a réformé un jugement du tribunal de grande instance, donc de première instance, donc, accordant un préjudice sexuel, l'expert ayant constaté que la libido était intacte, les rapports restant possibles à la fréquence d'un par semaine chez un sujet de 40 ans présentant par ailleurs des troubles névrotiques anciens et connus. Conclusion. Le TGV avait accordé un préjudice sexuel, donc de type extra-patrimonial. La compagnie d'assurance, donc celle qui paye évidemment, a fait appel, et puis la Cour d'appel elle a décidé que finalement, une fois par semaine, à 40 ans, avec des troubles névrotiques anciens et connus, c'était bien. Et par ailleurs, elle n'a pas retenu le lien de causalité directe et immédiat. Que dit la jurisprudence, toujours sur le préjudice sexuel, donc tribunal de grande instance 2002, alors alignement prolongé après fracture du bassin pendant 6 semaines en milieu hospitalier. La victime est indemnisée à la hauteur de 2 000 €. Pourquoi? La Cour donc a retenu que dans les circonstances, c'est-à-dire âge 32 ans, patient marié, pourquoi marié après tout, je ne sais pas, mais ils ont dit il est marié,
La moyenne dans les couples français était de 1 rapport par semaine. Conclusion, prix moyen d'un rapport conjugal évalué à 333,33 €. Donc, indemnisation mathématique, alors on pourrait dire némo, auditure, turpitude, élégance, mais voilà ce qu'a décidé un TGI récemment. Alors, patient de 32 ans, célibataire. Alors, il y a une impuissance post-traumatique qui est établie. Bon, comment dirais-je, c'est une expertise que j'avais faite avec un collègue urologue il y a longtemps, je vais vous raconter la suite. Et finalement, on retient un préjudice sexuel et l'avocat de ce patient célibataire demande à ce que la compagnie d'assurance lui paye du Viagra. Viagra qui marchait dans le cas particulier, voilà, comme on nous l'a expliqué tout à l'heure. Alors on décide avec le collègue urologue de lui octroyer 2 comprimés de Viagra par semaine. Que la compagnie d'assurance paye. La compagnie d'assurance demande une nouvelle évaluation 5 ans plus tard sur le préjudice sexuel. Donc il a 5 ans de plus, il est toujours célibataire, il a 37 ans, et je vous pose la question, que faites-vous? Un comprimé. Un comprimé. Qui dit mieux? 3 comprimés. Donc pareil, un sapiteur urologue. Eh bien, 5 ans plus tard, donc, les experts démontrent que 2 comprimés de Viagra restent nécessaires, décision acceptée par le tribunal et la compagnie d'assurance. La suite, je ne la mets pas en diapositive parce que je ne veux pas que ça passe sur le site de l'Académie nationale de chirurgie, mais ce patient, je l'ai revu récemment pour une autre pathologie, et puis je me souvenais évidemment de cette histoire de Viagra, et je lui dis, mais vous êtes content, là, vous avez vu avec un expert il y a maintenant 6 ans, et il y avait donc toujours ces 2 comprimés de Viagra par semaine. Alors il me dit, écoutez professeur, je veux vous dire, bon, d'une part, vous savez, je suis toujours célibataire, alors je me suis aperçu que, vous savez comment elles sont les femmes, je lui dis non, pas trop, mais enfin bon, mais quand on les invite à manger, et puis après qu'on les raccompagne chez elles, et puis qu'elles vous disent, écoutez, t'as qu'à rentrer chez toi, finalement je me retrouve avec une érection pendant toute la nuit, et c'est quand même embêtant. Alors finalement, je vais vous avouer, j'ai besoin que d'1 comprimé par semaine. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites des autres? Bon, il me dit, rassurez-vous, c'était l'époque où ça coûtait cher. Il dit, je les vends. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis cette diapositive sur le... Alors le préjudice sexuel, je vous ai parlé voilà, de la Cour de cassation en France, mais comment ça se passe à côté de chez nous, au Grand-Duché de Luxembourg, parce que je suis expert aussi auprès de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg. Alors voilà ce que écrit la loi luxembourgeoise. Dans la mesure où la jurisprudence est aujourd'hui constante pour considérer que le préjudice sexuel ne doit pas être évalué dans le cadre d'une incapacité fonctionnelle, donc ils ne le retiennent pas dans le cadre d'une incapacité fonctionnelle, s'agissant d'une fonction aux caractéristiques trop particulières. Les experts se sont démunis pour apporter au régleur, alors là-bas, celui qui règle, on appelle ça le régleur, pour une évaluation utile. Et elle rajoute, certes, la description des difficultés rencontrées autant que faire se peut leurs objectivations est une étape indispensable, leur objectivation. Comment voulez-vous que l'expert puisse objectiver? Enfin bref, je ne sais pas comment ça se passe chez les collègues luxembourgeois, mais l'expérience montre qu'une quantification associée à cette description minutieuse permet souvent aux non-médecins de situer de façon plus précise l'ampleur du trouble ressenti par le patient. La vie sexuelle du couple est fréquemment perturbée. Dans 50% des cas, ça c'était à propos d'un patient, le conjoint ne reconnaît plus alors son partenaire sexuel. Le patient décrit une baisse de la libido conduisant à une hyposexualité, une impuissance, une frigidité. On note plus rarement une hypersexualité, une éjaculation précoce. Les séquelles seront mieux évaluées après un retour au domicile et en présence du conjoint. Donc vous voyez que nos collègues qui ont un esprit, on va dire peut-être plus cartésien au Luxembourg, apprécient ce préjudice sexuel de façon différente. Alors, en conclusion, il faut retenir bien sûr cette notion d'expert. Le taux d'IPP et du préjudice extra-patrimonial, le préjudice sexuel et de la réparation, avec quand même aussi, en dehors de ce préjudice sexuel, ce qu'on appelle des frais futurs importants, en particulier dans des cas comme le premier que Fabien vous vient de vous présenter. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Moi j'ai plusieurs réflexions à faire, justement en tant qu'expert par rapport au préjudice sexuel. C'est que établir la dysfonction érectile, c'est pas facile parce que c'est quand même extrêmement subjectif et on n'a pas réellement d'examen paraclinique pour attester qu'il y a une dysfonction érectile. La plétismographie, donc ces appareils qui sont utilisés pour mettre sur la verge, c'est souvent mis en défaut, donc c'est vraiment très difficile. Et souvent on se base finalement sur le fait que le patient a consulté X fois pour dysfonction érectile en vide, qu'il a eu un traitement pour dépression, etc. Donc c'est quand même quelque chose. Nous, on a fait l'expertise, excuse-moi de t'interrompre, mais avec un chirurgien urologue. Voilà. C'est dur c'est difficile de l'établir. Et puis, deuxième chose, c'est que finalement, souvent, les compagnies d'assurance qui voient que finalement c'est uniquement déclaratif ce préjudice, elles essayent d'avoir quelque chose d'objectif. Donc objectif, ils veulent l'électromyogramme, etc. Et là on rentre dans des... parce que parfois on a des lésions alors qu'on a une impuissance alors qu'il n'y a eu aucune lésion osseuse. C'est souvent le motard qui fait un vol plané et qui va ensuite sur la glissière de sécurité qui fait 50 mètres comme ça, qui a des lésions d'étirement qui ne sont pas associées à des lésions osseuses. Et puis parfois des gros fracas du bassin, et puis on a un électromyogramme qui est normal, mais on a quand même la présomption de dire que le patient a comme des raisons d'avoir une dysfonction érectile. C'est effectivement un gros problème dans ce type de situation. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Donc on va peut-être clore la séance. Oui, une question. Pardon, on parle aussi de préjudice par ricochet. Le préjudice par ricochet, qui peut concerner le préjudice sexuel, c'est quand, j'ai eu cette réunion pour l'expertise, c'est-à-dire que le patient a un préjudice sexuel reconnu, en fait, tout ce que vous avez dit, mais aussi un préjudice par ricochet, parce que le conjoint, par exemple, Effectivement, c'est le préjudice qu'on appelle des ayants droit. Un patient paraplégique qui a des enfants, les enfants auront un préjudice de voir leur père, etc., dans un fauteuil roulant. Dans le cas du préjudice sexuel, alors là, ça peut poser des problèmes, parce que ce n'est valable à la réflexion que vient de nous dire notre collègue qu'avec, on va dire, quelqu'un qui est en stabilité de couple, qu'il soit marié, paxé ou en mais effectivement, la partenaire, parce que vous employez les deux termes maintenant, ont aussi un préjudice par ricochet, parce que effectivement ça marche plus non plus. C'est ce que disaient les luxembourgeois. La partenaire, parce qu'ils sont restés entre guillemets normaux, ne reconnaît plus son partenaire à travers ça. Voilà. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu à cette séance, qui est une séance de DPC, c'est un peu une formule un peu nouvelle. C'est la première séance qui est faite par l'Académie nationale de chirurgie. Beaucoup de difficultés d'organisation, mais on a eu quand même des conférences de très haut niveau, avec également des discussions, et puis la participation de jeunes internes, et ça aussi c'est un des objectifs de l'Académie, de faire venir des internes, et je pense que c'est une très bonne suggestion, et je remercie Henri d'avoir fait venir son interne d'orthopédie. Voilà, donc je crois qu'on peut clore la séance. Les messages, eh bien, c'est que je dirais, pour les lésions de l'urètre, il faut limiter les urétrotomies internes à une seule session. Pour les séquelles sexuelles, eh bien, c'est maintenant la pharmacologie qui appuie pas sur la chirurgie, pour faire court, et puis le traitement chronique, médicamenteux. Pour la rééducation, donc se baser sur le bilan qui est essentiellement clinique, initialement. Et pour les séquelles obstétricales, eh bien, l'accouchement n'est pas contraint avec fracture du bassin sur le plan mécanique. Et puis on remercie beaucoup Henri de nous avoir fait ces précisions et suggestions sur les faits.
les extermines. Voilà.